La logique et les catégories d'Aristote, préface par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. Malgré les avis de Descartes et la portée de la nouvelle méthode, les auteurs de l'art de penser demandent encore à la logique ce que la scolastique et Ramus lui avaient demandé si vainement. Tout en raillant les pompeuses promesses des philosophes, tout en trouvant que les règles de la logique ne sont pas fort utiles, ils soutiennent cependant que la logique est l'art de bien conduire la raison, qu'elle a pour but de donner des règles pour toutes les actions de l'esprit. Si la logique était cela, il y avait contradiction entière à prétendre qu'elle n'est pas utile. Rien au monde ne l'était plus qu'elle. Mais au fond, Port-Royal fait très peu de cas de la science. L'auteur cède aussi, comme il l'avoue naïvement, à la coutume qui a introduit une certaine nécessité de connaître au moins grossièrement ce que c'est que la logique. En dépit de la fausseté de ce point de vue et du très faible intérêt que les solitaires mettent à cette étude, le livre n'en est pas moins solide. Toutes les parties de la logique y sont traitées, et le syllogisme en particulier, avec une exactitude que les scolastiques eux-mêmes n'ont pas surpassée, et une netteté qu'ils n'ont jamais eue. Mais au vrai, bien que les écrivains de Port-Royal attaquent et dédaignent assez souvent Aristote, c'est Aristote tout seul qu'ils reproduisent. C'est que, derrière eux, ils ont le ferme appui de cette inébranlable doctrine et des travaux séculaires qui l'ont élucidée. Messieurs de Port-Royal ont bien pu rédiger leur livre en quelques jours, mais les études qui permettaient un résumé si rapide et si substantiel avaient été bien longues, et elles-mêmes n'étaient qu'un héritage d'études bien plus longues encore. Tout en distinguant fort bien le but des catégories d'Aristote, qui se rapportent à la considération des idées selon leur objet, les auteurs de l'art de penser déclarent cette étude en soi très peu utile, parce qu'elle ne sert guère à former le jugement. Ils la déclarent en outre dangereuse, parce qu'elle accoutume les hommes à se payer de mots. Ils ajoutent que cette classification des catégories, loin d'être une chose établie sur la raison et sur la vérité, est une chose tout arbitraire et qui n'a de fondement que l'imagination d'un homme qui n'a eu aucune autorité de prescrire une loi aux autres, qui ont autant de droit que lui d'arranger d'une autre sorte les objets de leur pensée, chacun selon sa manière de philosopher. Et pour prouver qu'on peut être fort indépendant d'Aristote, et qu'ils le sont, il cite 2 vers mnémoniques où les catégories sont réduites à 7 et qui comprennent tout ce que l'on considère selon une nouvelle philosophie en toutes les choses du monde, à commencer par l'esprit et à finir par la matière. Ce n'était pas bien se rendre compte de la place nécessaire que les catégories tiennent dans l'organon, et les considérer ainsi, c'était de fait les supprimer. Messieurs de Port-Royal n'ont pas non plus donné assez d'étendue ni d'importance à la théorie de la démonstration. Mais malgré ces tâches, leur ouvrage contient tant de vues excellentes et la forme qu'ils lui ont donnée est si parfaite qu'il doit conserver une très grande valeur, même aux yeux des juges les plus sévères. À tout prendre cependant, quoique cartésien, ce livre n'avait point assez profité des idées de Descartes. La logique telle qu'on la conservait et telle qu'on la devait conserver n'avait pas été rattachée à la nouvelle méthode. Le maître d'abord n'avait pas montré ce lien. Il avait même semblé par son dédain porter à croire que ce lien n'était pas possible. Et bien que la logique péripatéticienne ne fût que la théorie de l'une des 2 opérations nécessaires de l'esprit, signalée par Descartes, de la déduction, elle n'en restait pas moins à l'écart et tout près d'un abandon que le siècle suivant ne devait pas lui épargner. Ce fut à le conjurer que Leibniz employa tous ses efforts, mais il n'y parvint pas. Il démontra bien, contre Locke, que le syllogisme, si dédaigné par le compatriote de Bacon, n'était pas un jeu d'écolier. Et il crut, après Descartes, découvrir comme une mathématique universelle dans la logique telle qu'il la concevait. Il alla même jusqu'à essayer de réduire les catégories, de refaire les figures du syllogisme et de les compléter en y ajoutant de nouveaux modes. Mais Leibniz,
qui, en publiant le pamphlet de Nizzolli contre Aristote, avait voulu prouver qu'Aristote n'était pas irréconciliable avec la science moderne, demandait toujours à la logique cette utilité pratique que Locke lui refusait avec tant de raison. C'est que Leibniz, bien qu'il admirât Descartes, ne fit presque pas usage de sa méthode et qu'ici en particulier, il ne vit pas que c'était cette méthode seule qui pouvait donner, dans la mesure de la faiblesse humaine, cette infaillibilité que la logique ne recelait pas. Mais le préjugé venu de la scolastique était si puissant qu'un esprit tel que celui de Leibniz le subissait encore, même après que Descartes l'avait renversé de fond en comble. La logique était toujours pour l'adversaire de Locke non point une science mais un art, comme pour les logiciens de Port-Royal, moins excusables puisqu'ils étaient des disciples encore plus directs du réformateur. C'était une erreur du beau génie de Leibniz, mais cette erreur même eut une très heureuse influence, et dans ce siècle où l'étude de la logique devait à peu près périr, l'autorité de Leibniz contribua du moins à en conserver le goût et l'estime dans les philosophes érudits comme Wolff et surtout dans les mathématiciens tels que Bernoulli, Euler et Lambert. L'école écossaise, toute sage qu'elle est, obéit au mouvement dont le XVIIIe siècle était emporté et méconnut la logique dont elle s'occupa fort peu, et toujours avec une sorte de répugnance. Reid s'est porté à faire une analyse de l'organon, ou pour mieux dire de ce qu'il prend pour l'orgueil, et les erreurs énormes dont ce travail est plein ne se justifient même pas par les préventions qui subsistaient encore à cette époque contre l'ancien despotisme. De plus, Reid en est presque contre le philosophe grec aux invectives de Bacon. Il doute si dans Aristote le philosophe l'emporte sur le sophiste. Ses écrits suivant Reid portent des marques malheureusement trop évidentes de cet orgueil, de cette vanité, de cette envie philosophique qui ont déshonoré le caractère de plus d'un savant. Plutôt que de confesser son ignorance, ajoute-t-il, il la déguise sous des mots barbares et des expressions équivoques que ses lecteurs peuvent interpréter comme il leur plaît. Reid n'a pas le droit de parler ainsi, car évidemment, il ne travaillait pas sur le texte grec comme son analyse le prouve au grand détriment de sa parfaite sincérité. Mais ne croirait-on pas entendre encore Bacon ? La critique de Reid est-elle autre chose qu'une seconde édition de celle de Bacon dont il invoque sans cesse l'autorité, qu'il imite dans son altière polémique, dans ses sarcasmes pleins d'amertume et d'injustice, et qu'il ne corrige qu'en rendant hommage à l'histoire des animaux et qu'en reconnaissant un génie de premier ordre à un philosophe qui, pendant près de 2000 ans, gouverna les opinions de la partie la plus éclairée de notre espèce ? Reid, d'ailleurs, partagea certainement fort longtemps le dédain de Locke pour le syllogisme, et ce ne fut que vers la fin de sa carrière philosophique qu'il revint à une appréciation plus juste et plus éclairée. Aujourd'hui, la philosophie écossaise n'est point encore guérie de tous ses préjugés. Elle connaît assez bien l'organon, mais elle ne l'estime que très médiocrement. On peut le demander à M. Hamilton et aux appréciations plus que sévères qu'il a faites des travaux d'Aristote. Il est inutile de dire que la philosophie sensualiste le méprisa profondément et que son mépris égala son ignorance. C'était la loi de la philosophie du XVIIIe siècle de détester le passé qu'elle ne connaissait que par ses abus. Mais cette philosophie, disons-le bien haut, a contribué pour une grande part dans l'histoire de l'esprit humain à l'accomplissement d'une œuvre immense, et l'oubli où elle laissa la logique n'a rien qui nous doive étonner, si c'est d'ailleurs un exemple que nous devions fuir.